Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc je suis Isabelle Lebeau, je suis en charge des partenariats internationaux chez BPI France et j'ai la chance d'animer cet atelier. Avant de démarrer l'atelier et d'arriver sur le fond, je voudrais déjà dire que BPI France, on a un partenariat avec plusieurs organismes au Japon. Je voudrais surtout parler de la province d'Aichi, qui est une province près de Nagoya et qui est une des provinces les plus propices à l'industrie manufacturière, puisque c'est le berceau de Toyota. Et cette province, donc on a commencé à dialoguer avec eux il y a 2 ans et à amplifier notre partenariat. Donc on est un peu déjà liés à ce sujet-là. L'atelier portera sur les défis auxquels le Japon se trouve confronté dans son secteur industriel, l'impératif de demeurer inventif face au vieillissement de sa population, la nécessité d'acquérir des compétences avancées du coup pour intégrer des technologies novatrices, l'automatisation, la robotisation. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants qui ont à la fois une bonne connaissance du Japon et une bonne connaissance des systèmes de production, j'imagine, de la logistique. Donc, qui sont Thibaut Fabre. Thibaut Fabre est directeur Japon et zone Asie du Nord-Est pour Business France. Je rappelle que Business France est l'agence française chargée du développement international des entreprises françaises, des investissements internationaux en France et de la promotion économique de la France à l'étranger, donc dans les 2 sens. C'est parfait. D'accord. Donc Thibaut Fabre va esquisser un panorama de l'existant, des aspects économiques, culturels, peut-être donner quelques chiffres clés, les enjeux et défis pour que nous ayons un contexte global, une vision du contexte global. Et ensuite, je donnerai la parole à Renaud Haidt, qui est CTO et co-founder d'Exotech. Donc, Exotech est concepteur et fournisseur mondial de solutions robotisées pour les entrepôts, donc des robots de logistique, pour venir en aide aux logisticiens sur la préparation des commandes. Et c'est une première licorne industrielle, hein, j'insiste sur le mot industriel, il y a d'autres licornes en France, mais donc bravo pour ça aussi. Et aussi la raison et le lien avec le Japon est que Exotech a ouvert, peut-être déjà il y a plusieurs temps, enfin vous nous raconterez, a ouvert un showroom à Tokyo et aussi va fournir un entrepôt de logistique pour Uniqlo, enfin, la partie logistique robotisée pour Uniqlo qui est que vous connaissez tous. Donc, je pense que je vais passer la parole à nos intervenants pour voir si le Japon, qui a été finalement pionnier dans le secteur manufacturier, la production, est toujours encore aussi cette référence qu'on avait dans les années 60, 70 et plus, et à quels défis sont confrontés. Donc Thibaut, je te laisse la parole et je te passe... Donc Thibaut Fabre, directeur Business France Japon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation de BPI France et encore plus ravi aussi d'intervenir aux côtés d'Exotech pour pouvoir donner du concret à ce que je vais dire. Peut-être l'idée, c'est d'aller du général vers le particulier, en fait, parce qu'on a commencé par parler de la province d'Aichi, mais on est déjà effectivement dans le cœur historique et industriel du Japon, mais peut-être rappeler les grandes masses d'ensemble. D'abord parce que le Japon n'est pas forcément le pays qui communique le plus, et on oublie souvent que c'est la 3e économie mondiale, donc on est vis-à-vis d'une puissance clairement dans le top 3, qui est une économie extrêmement mature, très solide, très structurée, qui a basé sa puissance avant tout sur de grands conglomérats industriels. Et en choisissant, effectivement, ça fait partie de ces économies sur lesquelles, alors qu'on parle beaucoup de réindustrialisation en France, sur lequel la part de l'industrie dans le PIB japonais reste extrêmement importante. On est sur un bassin de 125 millions de personnes. On parlera bientôt, un peu plus tardivement dans ce propos introductif de ce que représente l'enjeu démographique pour le Japon, parce que c'est vraiment un des défis de demain, mais qui crée aussi des espaces pour nos entreprises.
Si on regarde un peu la richesse, en tout cas du Japon, elle est au final, si on rapporte le PIB du Japon à son PIB par habitant, on s'aperçoit qu'on est sur quelque chose qui est très proche de la France. En France, on est au-dessus de 40 000 euros par habitant de PIB. On est presque à 40 000, 39 000 et quelques s'agissant du Japon. Donc vous voyez que au final, si on l'associe, c'est un raccourci un peu rapide, mais à la notion de pouvoir d'achat, on est à peu près sur des bassins de consommation équivalents à ceux qu'on peut rencontrer en France et plus largement en Europe. On a un cadre également réglementaire, juridique, qui est extrêmement solide et clair et prévisible et stable. D'abord parce que, là encore, on l'oublie peut-être, mais le Japon a signé avec l'Union européenne un accord de partenariat économique. Ce qui, outre les démantèlements tarifaires en particulier, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, mais sur le segment des biens de consommation fait que on accède plus facilement au marché japonais, mais ça a eu aussi des effets sur l'accès au marché public, à la commande publique, sur le fait d'avoir un level playing field, comme on dit, un peu plus équitable entre les différentes parties prenantes et un peu moins protectionniste pour ces grands groupes. Ça c'est un peu le schéma d'ensemble qui me semble important de mentionner. Peut-être également vous dire que, j'enfonce une porte ouverte en vous disant ça, mais qu'on est sur une île au Japon, et donc on a une mentalité, une culture, au-delà de tout l'historique, qui est insulaire, et qu'il faut avoir à l'esprit dans la façon où aussi parfois, quand on a des frontières naturelles entourées d'eau, qui fait qu'on est peut-être un peu moins ouvert vers l'extérieur, et donc d'où l'importance d'avoir des accords de partenariat économique. Et également dans cette zone, c'est pas le cas pour seulement le Japon, mais face à l'affirmation et à la revendication de son grand voisin qu'est la Chine, un défi à la fois géopolitique, sécuritaire. On a parlé beaucoup de souveraineté industrielle. En fait, ces deux économies, chinoises et japonaises, sont extrêmement liées. C'est vrai dans les flux import-export, c'est vrai également dans la présence de ces grands conglomérats industriels en Chine. Et que là aussi, ça crée de nouveaux espaces parce que on parle beaucoup de cette notion de se dérisquer par rapport à la Chine. Et pour le Japon, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Et pour se dérisquer, il faut se diversifier, soit dans ses marchés, soit dans ses approvisionnements. Et de ce point de vue-là, l'Europe a une carte à jouer et représente une alternative et une option extrêmement intéressante pour le Japon. On a un autre aspect, et ça fera pour ma part la transition avec Exotech, pour un peu le parcours industriel remarquable d'Exotech au Japon. Peut-être de vous préciser que le Japon n'est pas un marché qui est exclusivement réservé aux grands groupes. Naturellement, c'est loin. Naturellement, c'est complexe, mais je veux dire, le marché français lui-même est ultra concurrentiel. C'est vrai aussi pour l'Europe. Donc la concurrence, elle n'est pas plus ou moins féroce au Japon que dans l'Hexagone. Il y a naturellement des codes qui sont différents et une projection qui demande plus de temps, plus de moyens. Mais quand on regarde la structuration de nos exportations en termes d'entreprises exportatrices vers le Japon, en fait, on s'aperçoit qu'un tiers d'entre elles ont moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Alors d'abord parce que ça veut dire qu'on est aussi sur des marchés de niche parfois, en particulier dans le domaine des biens de consommation. Il y a la recherche de l'exclusivité, de la rareté, d'une expérience assez unique qui est assez bénéfique aux entreprises françaises dans leur savoir-faire, dans leur culture, dans leur histoire. Et également, au-delà de ce chiffre, on a une progression de nos exportations, parce que si on neutralise le poste aéronautique, qui est un peu l'éléphant dans le couloir, en tout cas en termes de valeur, de ce que ça représente, on s'aperçoit que nos exportations progressent de 19% entre l'avant-Covid, 2019 et 2022. Donc quand je vous disais qu'il y a un moment qui est plutôt favorable à l'Europe et à la France, ça se traduit aussi d'un point de vue statistique, dans nos flux d'exportation vers le Japon.
Et si on regarde les VIE, vous savez, le dispositif qui permet aux entreprises d'avoir des jeunes jusqu'à 28 ans qui sont projetés sur des marchés internationaux. Au Japon, ils sont en augmentation croissante. Il y en a aujourd'hui 240. Et il y a 100, c'est assez simple, il y a 100 entreprises utilisatrices de ces VIE. Et la moitié de ces entreprises sont des PME ETI. Donc là encore, on voit bien que ce n'est pas l'apanage des grands groupes que de travailler sur le Japon. Et puis peut-être le dernier élément qui me semble important, il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui pour le Japon. Un qui est commun à l'ensemble de la planète, c'est celui de la décarbonation, avec des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Le Japon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est plutôt en retard, a plutôt pris le dernier wagon que le premier dans cette course-là, et donc a un besoin de rattrapage très très important. Et ce besoin de rattrapage, il se fait par des partenariats technologiques ou par des acquisitions, mais un peu moins par des développements internes. Les premiers appels d'offres pour l'éolien offshore viennent d'être lancés, alors que quand on est sur un pays comme le Japon, on voit qu'il y a un potentiel énorme. Donc vous voyez que c'est assez tardif. Et puis aussi sur la démographie, parce qu'on a une population qui vieillit, c'est vrai dans toute l'Asie, mais c'est particulièrement marqué au Japon et en Corée, où ça va beaucoup plus vite qu'ailleurs, parce que chaque année, les projections qui sont faites par les instituts démographiques et statistiques sont révisées, et non pas à la hausse, mais à la baisse. Donc c'est un phénomène qui va encore plus vite et qui est encore plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Et je vais vous donner, d'abord on travaille de plus en plus tard. Et vous voyez, le Japon c'est 2 fois la France en termes de population, un tout petit peu moins. En 2022, il y a eu 800 000 naissances en France. Il y a eu exactement, et c'est aussi en décroissance en France, il y a eu exactement le même nombre de naissances au Japon. Donc pour un pays 2 fois plus important, on a le même nombre de naissances. Donc on est vraiment sur un phénomène qui interroge. Il y a un embryon de politique pour encourager la natalité qui est en train d'émerger au Japon, mais qui tarde. Lui aussi, il est un peu tardif et à se matérialiser concrètement. Et le choix qui a été fait aujourd'hui par, j'allais dire, le choix immédiat, politique nataliste, on en verra les effets avec un petit temps de latence, c'est celui de l'automatisation. C'est un choix qui est technologique, ce n'est pas un choix migratoire, mais c'est vraiment le choix de remplacer l'homme par la machine. Et toute l'automatisation possible est étudiée dans l'ensemble de la structuration de l'économie japonaise. Et je pense que c'est là aussi où il y a des espaces supplémentaires. Mais ça, c'est pas moi qui le raconterai. Je vais passer la parole donc à Renaud Haidt pour nous parler d'Exotech, voilà. En passant les slides qu'on n'a pas vus. Mais... Oui, d'accord, très bien. Donc, racontez-nous votre arrivée peut-être au Japon, ce que vous avez fait, ce que vous faites sur place, parce que tout est en cours finalement, c'est assez récent. Absolument. Donc déjà, bonjour. Pareil, ravi d'être avec vous. Je m'appelle Renaud Haidt, je suis cofondateur d'Exotech. Et peut-être pour commencer, je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est assez visuel, donc je vais m'appuyer sur le petit dessin qui est derrière moi. On fait des flottes de robots 3D. Donc ici, ce sont des robots, des petites voiturettes, si vous voulez, qui sont capables de se déplacer et qui sont 3D parce qu'ils sont capables de grimper dans les racks, dans ces étagères, pour accéder à tous les bacs d'un entrepôt. D'accord ? C'est quoi l'objectif ? L'idée, c'est d'aider les e-commerçants, les gens qui font de la logistique, à préparer leurs commandes. Donc on va ramener les bacs dans le bon ordre au poste de travail opérateur ou à de la préparation automatisée pour préparer une commande. À qui est-ce que c'est utile ? Ça va être des gens qui sont dans le retail, des gens qui sont dans tout ce qui est autour des supermarchés, bien sûr le e-commerce et aussi dans l'industrie. D'accord ? Donc on a lancé ça il y a 8 ans en tant que toute jeune start-up. On a développé la techno. Ensuite, on a continué à grandir et on est maintenant 800 personnes présents en Europe, aux États-Unis et au Japon. L'histoire de notre arrivée au Japon, elle est un petit peu particulière parce qu'à la base, quand on avait écrit notre stratégie ou quand on avait commencé à la peaufiner, on avait dit on se renforce en Europe. Quand on est assez fort, on va aux États-Unis parce que c'est quelque chose de culturellement assez similaire. Et ensuite, on ira au Japon. Et ça ne s'est pas passé comme ça au final. On était en 2019 sur un des plus grands salons de l'automatisation pour la logistique qui se trouve à Stuttgart.
et on présentait nos robots. Et là, il y a les gens d'Uniqlo qui sont venus. Et exactement comme tu le disais Thibaut, ils étudient énormément quelles sont les technologies, quelles sont les solutions pour continuer à grandir dans un contexte où on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Donc Uniqlo a commencé à tourner autour de notre stand, à nous poser des questions, ça a duré un petit peu. Ils sont partis, ils sont revenus dans l'après-midi, et au bout d'un moment, ils nous ont dit assez simplement, parce qu'au Japon c'est assez direct, c'est la technologie qu'il nous faut. On n'a pas ça chez nous, on a besoin de cette technologie. Donc nous on était très honorés de réussir à convaincre à apporter de la robotique au pays des robots, au Japon. Et en même temps, un petit peu embêté, on ne se sentait pas non plus complètement prêt à l'époque. En 2019, on était encore très jeunes, à dire est-ce qu'on va réussir à aller se projeter au Japon, à aller faire ces opérations sur un endroit qu'on n'a pas encore étudié. Et donc là, Uniqlo a vraiment commencé à discuter avec nous, à nous accompagner, nous expliquer. On a décidé d'un commun accord de faire un premier entrepôt ensemble pour leurs opérations en Europe. Donc on a fait un premier entrepôt à Roosendaal, en Hollande, qu'on a réussi avec eux. Et pendant ce temps-là, il y a eu deux choses. Uniqlo, je dirais, s'est convaincu qu'en plus de la techno, Exotech avait la capacité à la livrer. Et nous, on a préparé notre arrivée au Japon. Donc ça a été assez vite, ça a duré entre 6 et 9 mois. Et au bout de 6 à 9 mois, toute fin 2019, début 2020, on va au Japon, on commence à s'organiser, on commence à discuter avec eux. Et donc on signe avec Uniqlo, ça doit être quelque chose comme fin février 2020, des contrats. Et les Japonais, on pourra en reparler, tu as utilisé le mot conglomérat, mais ils ont un côté très structuré au niveau de leur industrie, où ils ne vont pas faire des proof of concept, etc. Quand ils investissent dans une technologie, ils vont la déployer à l'échelle avec un côté très ingénieur, de je regarde où cette technologie est utile, et je la mets à tous les endroits où elle est utile. D'accord ? Et donc les contrats qu'on signait étaient des contrats qui étaient plus gros que la somme de tout ce qu'on avait fait depuis le début d'Exotech. Donc vraiment quelque chose qui était énorme. On signe le contrat, on est extrêmement content, et dans l'avion du retour, M. Macron annonce que février 2020, on ferme les frontières, c'est le moment du lockdown et du Covid, et donc le déplacement entre le Japon et la France devient quasiment impossible. Donc là, on était très contents, on avait des contrats énormes à honorer au Japon, avec des fournisseurs, donc avec un client qui s'appelle Uniqlo, et je reviendrai un petit peu dessus sur la relation client-fournisseur qui est différente de ce qu'on peut avoir en Europe. En Europe, on est sur quelque chose d'assez contractuel. On a signé quelque chose, on exécute les clauses. Quand on travaille au Japon, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, quand on est fournisseur, on est avant tout au service d'eux. On signe un contrat, certes, mais on est avant tout au service de son client, un petit peu quoi qu'il arrive, et au-delà même du contrat, s'il le faut, l'intérêt du business du client, c'est ce que doit poursuivre le fournisseur. Il ne doit pas poursuivre son intérêt à lui, au sens j'exécute mon contrat, si j'ai fait ma part, merci bien, et je m'en vais. Et donc là, on avait cette situation de Covid, où il a fallu réussir à mettre en place ces opérations au Japon, où du coup on a fait un mode un peu particulier. Les Français n'avaient pas droit d'aller au Japon, par contre on pouvait embaucher au Japon, faire venir en France et les faire rentrer. Donc on a embauché des équipes japonaises, qu'on a fait venir en France à chaque fois pendant 3 à 6 mois, pour les former, pour les faire participer à des projets en France, et ensuite les faire retourner au Japon, pour ensuite construire les projets avec Uniqlo. On a quelques VIE aussi quand même qui avaient réussi à passer juste avant la fermeture. Donc on a réussi à faire une équipe mixte d'à peu près une vingtaine de personnes à ce moment-là, où on a honoré ces 2 premiers contrats complètement géants pour nous, qui ont fait doubler la taille de l'entreprise en arrivant au Japon. Donc c'est des entrepôts par rapport à celui-là beaucoup plus grands. On a un entrepôt qui a 400 robots, un deuxième qui doit en avoir 450. Donc au total 1 millier de robots, quand à l'époque c'était à peu près ce qu'on avait fait sur l'ensemble de nos autres clients en Europe. Donc voilà, on est arrivé au Japon, je dirais, de façon pas facile, parce que d'un point de vue opérationnel, c'était pas simple, mais par contre, d'un point de vue business, de façon fracassante, où on est passé de 0 à quelque chose de très très fort, très rapidement. Et donc là, ça a été l'occasion de construire l'équipe, de construire l'ensemble des facettes qui font qu'on passe d'un projet réalisé à un business récurrent. Et là, c'est peut-être l'occasion d'un petit retour d'expérience sur ce qui a été facile, ce qui a été un petit peu plus difficile. La première chose, c'est peut-être Donc, déjà, où est-ce qu'on est ? Donc, on est basé à Tokyo, donc à Shinagawa, où on a toutes nos équipes. Il doit y avoir maintenant une 50aine de personnes à Shinagawa sur des métiers, tout ce qui est autour du design, autour de la vente, donc technical sales, autour des métiers de la gestion de projet. Et ensuite, toute la partie plutôt maintenance et services est basée à Kyoto. D'accord, donc un peu plus au sud, où là, on va notamment travailler avec beaucoup des choses autour d'Osaka. Donc dans les défis, les premiers, ça va être en termes de vente. Et en termes de vente, donc on va travailler souvent avec des grands groupes. En France, on peut avoir, je dirais, des opportunités sur des petits projets. Un petit groupe, un petit projet, on le vend. Et puis ensuite, on passe au suivant. Au Japon, nous, de notre expérience, on a moins vu ça. Il faut être capable de remonter plus haut dans les organigrammes, où la décision est plus verticalisée.
où ça va prendre du temps, il va falloir réussir à donner confiance, il va falloir faire des visites, il va falloir apporter des références pour monter doucement les strates de décision. Par contre, quand on est arrivé à la bonne strate de décision et que cette strate décide, comme on l'a eu avec Uniqlo, ils ne vont pas décider sur un petit projet, ils vont décider directement sur des plans vraiment ambitieux d'utilisation et de rollout, donc de duplication de la technologie. Donc il y a un investissement fort en vente. Il y a un investissement, je dirais, humain pour avoir les bons contacts, arriver aux bons endroits. Par contre, c'est un investissement long terme qui vaut le coup. Quand vous avez réussi à activer un partenariat, de la même façon qu'un client va demander à son fournisseur d'être extrêmement fidèle et à son service, un client va être lui-même fidèle et va continuer à faire du business si ça se passe bien, si cette relation de confiance existe avec son fournisseur, donc dans notre cas Exotec. La partie d'après, peut-être qui est intéressante, c'est la partie culturelle. Une fois qu'on a signé, on se met à travailler ensemble. Et là, c'est intéressant, puisqu'au final, à pas grand-chose d'intervalle, on a découvert en même temps les États-Unis et le Japon. Et je dirais, dans notre imaginaire, les États-Unis, c'était facile, c'est la même culture que l'Europe. On regarde les mêmes films qui passent à Hollywood, donc c'est sans doute qu'on a envie de travailler de la même façon. Et on s'est rendu compte qu'au final, je pense qu'on a beaucoup plus de proximité dans la façon d'exécuter, dans la façon de travailler avec le Japon que les États-Unis. Le Japon va avoir un côté extrêmement rigoureux, extrêmement organisé, où parfois on a un peu l'impression de travailler avec des Allemands. Les choses doivent être extrêmement carrées. Au départ, ils nous demandaient, on aimerait les plannings de présence sur site de ce que vous allez faire. Donc nous, on donnait les grandes étapes. On va travailler 3 semaines pour arriver à la milestone 1, puis 6 semaines pour arriver à la milestone 2. Ils disaient non, c'est pas ça qu'on veut. On aimerait savoir à quelle heure vous arrivez sur site et si vous allez participer ou non au warm-up, parce que nous, dans les équipes, de 8h20 jusqu'à 9h-10, il y a un moment d'échauffement pour les équipes et on aimerait bien que les équipes Exotec viennent s'échauffer avec les autres équipes. Donc là, on a compris un peu le niveau de détail, on s'est adapté progressivement et on a réussi à... Au début, on était un petit peu surpris en disant mais ça, c'est notre responsabilité, l'heure à laquelle on arrive, est-ce qu'on fait du warm-up ou pas ? Peu importe, à la fin, est-ce qu'on atteint l'objectif, c'est ça qui compte. Et non, pour les Japonais, il y avait vraiment une question de co-construire, de se faire confiance en passant par les tâches un petit peu de tous les jours. Et une fois qu'on a compris ça, là, on arrive à vraiment bien travailler avec nos clients et bien travailler avec nos fournisseurs, parce que nos fournisseurs, il y a une différence avec, je dirais, la France ou les US. France ou US, quand on discute avec un fournisseur, en phase de vente, tout est beau, tout est facile, tout est merveilleux. Et quand on passe en exécution, on est parfois un peu déçu. En fait, c'est un peu plus dur que prévu. Au Japon, c'est l'inverse. Pendant la phase de vente, c'est difficile de se faire confiance, c'est difficile d'arriver jusqu'à se taper dans la main. Par contre, une fois qu'on s'est tapé dans la main, on est sûr que le fournisseur japonais a vraiment bien calculé son coût sur tous les aspects, marge financière, délai, etc. Et ça va dérouler, je dirais, sans accroc. Et c'est ça qui nous est arrivé, c'est ça qui nous a permis d'exécuter correctement ces premiers projets, c'est ce réseau de fournisseurs qui a travaillé avec nous. Un dernier point peut-être sur la partie vente qui est important, c'est le côté partenariat. Donc pour réussir à remonter dans les organigrammes, atteindre les bons endroits, si vous êtes juste une équipe de Français qui arrivez là-bas, vous n'y arriverez pas. Si vous embauchez des personnes japonaises, pareil au départ, vous aurez du mal à embaucher les personnes qui sont introduites dans ces réseaux. Donc travailler avec des partenaires, quels qu'ils soient, apporteurs d'affaires, intégrateurs, etc. Je pense que c'est une étape qu'il ne faut pas négliger, au moins sur les 2 premières années, le temps de se faire un carnet d'adresses et le temps de se faire des références à montrer. Puisqu'au début, les premières ventes, et ça c'est vrai pour toute start-up, elles se font beaucoup sur la confiance sans avoir encore à montrer des références dans le pays. Donc voilà. Et ensuite, la dernière partie, peut-être ça va être la partie service, où là, on va retrouver cette relation super importante de réussir à s'intéresser au business du client et de faire plus que le contrat, de faire tout ce qu'il faut pour qu'à la fin, le client réussisse à avoir, je dirais, le bénéfice de ce qu'il voulait à la base, au-delà de ce qu'il a écrit dans le contrat, que vraiment les opérations tournent correctement pour lui. Voilà un petit peu notre tour d'expérience. Merci beaucoup, Renaud. Est-ce que vous pourriez aussi me dire... comment vous vous situez par rapport à justement l'industrie manufacturière japonaise, les autres fournisseurs, des concurrents potentiels sur ce marché ? Oui, donc je pense que sur la partie, on va dire mécatronique, c'est-à-dire avoir des capteurs, avoir des actionneurs et être capable de les mettre dans une ligne industrielle, les Japonais sont excellents. Là où on va apporter une technologie un petit peu supplémentaire, et ça a été le feedback de Uniqlo en disant c'est votre produit qu'il faut et on ne l'a pas chez nous, ça va être de combiner ça avec du software, avec des algorithmes, avec des mathématiques appliquées. Donc la caractéristique de nos flottes de robots, c'est que le hardware est standardisé, il est plutôt simple, c'est un robot, c'est toujours le même. Et ce qui va vraiment faire la valeur ajoutée, ça va être le logiciel qui est au-dessus, qui va faire d'abord ce qu'on appelle le fleet management, gérer la flotte de robots, et ensuite tout le software business, de réussir à optimiser, parce qu'avec un robot, on peut faire plein de choses. On peut rouler par un chemin, par un autre, on peut prendre une commande, puis une deuxième, donc il y a une combinatoire quasi infinie d'exécution. Et c'est là où le logiciel va avoir toute sa valeur. Et c'est là où je pense qu'on a une vraie clé à jouer par rapport aux technologies qui existent déjà au Japon.
Merci. Thibaut, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point de l'industrie manufacturière au Japon proprement dit, avant peut-être qu'on passe aussi, qu'on présente, enfin que je te laisse présenter le SMS Smart Manufacturing Summit qui aura lieu l'année prochaine. Oui. Peut-être juste pour souligner ce qu'a dit Renaud à travers l'expérience d'Exotech, mais c'est clairement un marché ultra exigeant. En revanche, et tout l'enjeu, c'est de donner confiance, parce que la relation, elle démarre et on est dans l'interrogation. Je vous ai dit, une culture insulaire assez fermée, et donc ce qui vient de l'étranger, c'est pas forcément rassurant. Et donc, comme c'est un marché en plus exigeant, comme c'est un marché de qualité, il y a toute une documentation technique, on parlait de détails, est-ce que vous allez participer au warm-up ou pas, qui est assez déconcertante, parfois assez frustrante, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on nous demande de revenir sur la copie en permanence, de rajouter de la documentation technique à la documentation technique et d'avoir quelque chose d'un peu abyssal. Mais c'est précisément ça qui va pouvoir établir la confiance et rassurer l'interlocuteur. Donc cette phase-là est très longue et la phase de mise en œuvre et d'exécution elle est extrêmement efficace. Là, il y a une capacité à dérouler derrière dans l'ensemble des strates, de l'économie japonaise qui est assez redoutable, mais effectivement une phase amont qui, elle, est très très longue. C'est un marché intermédiaire, ça a été souligné. C'est très rare, et là aussi, de rentrer dans un contact direct avec des interlocuteurs japonais. Il y a souvent une phase d'introduction qui est extrêmement importante dans la réussite et dans la connexion des personnes. On ne rentre pas dans une sphère comme ça si on n'y est pas invité ou si on n'y est pas introduit. L'autre élément, c'est que il y a une innovation, et on a parlé du hardware et du software. Il y a naturellement, le Japon est positionné, est une nation innovante, et d'ailleurs elle a tiré la puissance de son économie à travers des innovations extrêmement importantes, mais elles sont souvent, et d'ailleurs ils nous demandent en termes d'autorité publique, comment cette innovation en France est travaillée. Et je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé sur le nombre de licornes japonaises, mais vous aurez du mal à m'en citer parce que le tissu de start-up japonais manque cruellement à l'économie japonaise. Donc du coup, il est beaucoup moins plastique, beaucoup moins agile dans sa capacité d'innovation. Et ils sont plutôt dans une innovation, j'allais dire, très concrète, qu'abstraite. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans le cloud, software, est pour eux un peu plus compliqué à matérialiser que l'amélioration d'un objet, d'un moteur, d'une partie mécanique. Et cette innovation, elle est souvent incrémentale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je prends un exemple tout bête, le badge, ils vont être capables de l'améliorer jusqu'à un point, le collier vous donnera pas d'allergie, la feuille de papier se pliera toujours de la bonne façon dans votre badge, mais c'est extrêmement poussé. Et puis sur l'aspect peut-être qualité-exigence, une autre anecdote pour compléter ce que disait Renaud. Il y avait un industriel qu'on a accompagné chez Business France qui fait des disques abrasifs. Ils sont au Japon depuis une dizaine d'années. Et il y a les cartons qui permettaient, en fait c'était des boîtes de 10, des cartons de 10 disques qui étaient envoyés au Japon. Et je ne sais pas, ils ont été abîmés dans le transport, certains cartonnages se sont un peu délavés, se sont un peu affaissés. Et donc l'importateur japonais a dit bon, vos disques, c'est quand même pas parfait. Alors les disques n'avaient rien, hein, c'était vraiment juste l'emballage. Mais c'était important. On n'est pas dans les biens de consommation, hein. On est vraiment dans des marchés industriels. Et sur la livraison d'après, le fournisseur français se dit bon, il faut que j'en tienne compte. J'ai un peu écorné la confiance qu'il m'accorde et donc je vais faire un geste commercial. Et ce geste commercial, il s'est traduit par le fait de mettre plutôt une douzaine de disques qu'une dizaine dans les cartonnages. Et le client japonais a rappelé en disant que décidément, il s'interrogeait beaucoup sur la qualité et la stabilité parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait plus de disques dans les boîtes par rapport aux 10 disques annoncés. Et que du coup, ils se demandaient si les chaînes de production de l'entreprise française étaient vraiment bien calibrées. Donc c'est juste cette anecdote qui peut prêter à sourire, mais pour toucher un peu du doigt et pour concrètement mettre des mots sur ce que peut représenter effectivement cette exigence du marché japonais. Cette difficulté-là, en revanche, c'est une référence pour l'Asie
qui vraiment vous ouvre énormément de portes. Je ne sais pas si Renaud parlera de la Corée, mais c'est quelque chose qui est un peu quand même une assurance tout risque en disant « Ah, ok, vous êtes présent sur le marché japonais, vous êtes avec des grands acteurs au Japon, donc vous êtes éminemment crédible comme interlocuteur. » Et puis peut-être, du coup j'en ai oublié un peu ta question. Oui. Mais... Non, mais restez sur cette question-là, parce que on peut peut-être laisser aussi Exotech répondre. Moi j'avais aussi une question sur, est-ce que, avec ce que vous décrivez et le fait que la préparation est très longue pour accéder au marché, est-ce que c'est quand même accessible aux PME sur cette partie industrie manufacturière ? Et après je reviendrai à ma question. Donc oui, quand on est arrivé là-bas, on était clairement encore une PME à ce moment-là. Et on a réussi à y aller, alors d'une certaine façon aussi parce qu'on a eu de la chance, on a réussi à faire en plus rapide ce qui nous a pris plus de temps sur les projets suivants, qui est d'arriver directement au niveau des décideurs, qui pour le coup avaient cette curiosité internationale d'aller visiter un salon en Allemagne et pour aller trouver la technologie dont ils avaient besoin. Mais je pense qu'honnêtement ça vaut le coup d'y aller avec le côté intermédiaire, c'est-à-dire de trouver les bons interlocuteurs pour trouver les bonnes personnes. La phase de prise de contact, de conviction est un peu lente. Par contre, ensuite, la phase d'exécution est rapide. Et je trouve qu'au total, l'un dans l'autre, ça se compense. Et là, maintenant, entre le Japon et les États-Unis, ça ne s'est pas fait du tout de la même façon. Les États-Unis, très rapidement, des petits projets et du temps à mettre des gros. L'inverse au Japon, mais au final, on en est à peu près à la même vitesse. Le fait que vous étiez encore une relativement plus petite entreprise ne vous a pas pénalisé, finalement, n'a pas pénalisé Exotech? Non, ça ne nous a pas pénalisé. Par contre, il y a un moment où il faut donner confiance et il faut, je dirais, se montrer presque un peu plus gros qu'on est à ce moment-là. Donc, pas hésiter à faire des partenariats avec des grands groupes, pas hésiter à y aller nombreux, pas hésiter à emmener le directeur indus, le directeur qualité, etc. Il faut montrer une image de solidité. Donc, il faut faire un peu comme le poisson qui montre une image plus grosse que ce qu'il a vraiment. Et aussi, je reviens à ce qu'a mentionné Thibaut tout à l'heure au sujet de la référence sur le marché asiatique pour parler d'autres pays autour. Oui, donc notre stratégie long terme, elle est bien sûr APAC et pas que Japon. En y allant, je dirais étape par étape, parce que c'est le fait de bâtir cette confiance, le fait de bâtir ces réseaux et ensuite la capacité à déployer, à faire du service, ça prend du temps. Donc notre idée n'est pas d'aller trop vite à plein d'endroits pour faire un ou deux projets. L'idée est quand on va à un endroit, on doit vraiment creuser le territoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le Japon est vraiment une référence, vous ouvre des portes. Si vous dites j'ai fait ça au Japon, ça va ouvrir des portes à cause de cette exigence de qualité. Je pense que c'est une des meilleures bases arrières pour la PAC. Base arrière en termes de référence, vous l'avez cité. Donc là maintenant, nous, on est en train d'arriver en Corée. La deuxième chose en termes de base arrière, c'est vous pouvez recruter des personnes qui sont excellentes, qui sont extrêmement rigoureuses. Vous pourrez avoir des fournisseurs qui vous aideront, pareil, avec énormément de rigueur. Et du coup, vous aurez un moteur solide pour ensuite vous déployer dans les autres pays. Oui, très bien. Et Thibaut, je reviens à ma question sur le Smart Manufacturing Summit qui aura lieu l'année prochaine. Si tu peux nous en parler, comment les entreprises françaises, qu'est-ce que c'est et comment les entreprises françaises peuvent éventuellement y accéder Dans tout ce qu'on a dit, à la fois donc cette tension sur le marché du travail, sur la rareté de la main-d'œuvre compte tenu du vieillissement de la démographie, automatisation, robotisation, solutions effectivement technologiques, le fait qu'il y a un système d'innovation qui est peut-être un peu moins plastique que celui dans d'autres pays, en particulier la France. Le fait que la France soit vraiment clairement identifiée. D'abord, il y a une cote d'amour spontanée sur la France qui est assez étonnante. Et elle est naturellement par rapport à des secteurs traditionnels qui sont associés à la France, la gastronomie, la mode, le parfum. C'est la Fashion Week en ce moment. Mais elle va au-delà parce que, pour le coup, l'effet French Tech a vraiment réussi à aussi être associé à la France, à une nation innovante. Et donc, et ce côté ingénieur, et vous savez, c'est un grand marché de l'automobile, le Japon. Et il y a une grande frustration au Japon, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à produire leur propre avion. Et pourtant, ils ont essayé pendant de nombreuses années. Et la France est associée à l'automobile, est associée au ferroviaire. C'est une grande nation ferroviaire également, le Japon. Et naturellement à l'aéronautique. Et donc, on est extrêmement crédible et attendu. Et donc la province d'Aichi, autour de la ville de Nagoya, qui est dans le centre de la grande île du Japon, et qui est en fait, Isabelle l'a dit, le bassin historique de Toyota,
Alors il faut voir Toyota dans toutes ses composantes, parce que ce n'est pas juste un constructeur automobile, il y a aussi beaucoup d'intégration au niveau de tout ce qui va constituer l'automobile dans les équipementiers de rang 1, 2, 3. C'est quand même le fief de Toyota, y compris parce que ces grands conglomérats japonais ont mis en place ce qu'on appelle des maisons de commerce, des Sogososha, qui sont en fait des maisons d'import-export extrêmement puissantes qui rayonnent sur l'ensemble de la planète et en particulier dans la zone Asie. Et cette province, qui est aussi une province de l'aéronautique, qui est vraiment une province industrielle, s'est dit, bon, il faut que j'accompagne ces grands groupes qui sont implantés dans mon territoire et au-delà au Japon pour faire un événement référence qui est le Smart Manufacturing Summit. Donc ils ont fait confiance en plus à la France parce que l'organisateur de cet événement, c'est JL Events, qui est un grand acteur de l'événementiel et des salons en France. Ils leur ont confié les clés du centre d'exposition de Nagoya, et en plus de leur confier les clés, ils ont dit montez-moi cette grande opération que sera le Smart Manufacturing Summit. À la fois un salon, qui permettra de faire des démonstrateurs, de présenter son offre dans une vision assez traditionnelle des salons, mais également un lieu de conférence, vraiment de séminaires, de réflexion, de projection, et d'apporter effectivement des idées pour revitaliser un peu et donner de l'énergie à cette innovation japonaise qui a besoin un peu de trouver de nouveaux ressorts, et toute une partie qui sera dédiée aux startups justement pour les faire venir, sachant que la province d'Aichi a également un incubateur qui va bientôt ouvrir ses portes et qui est sur le même station AI, et qui sera sur le même modèle que Station F. C'est d'ailleurs ils le disent, c'est vraiment ils s'en sont complètement inspirés, et donc c'est un peu le kick-off de cette nouvelle, ambition industrielle du Japon qui va s'incarner au Smart Manufacturing Summit à Nagoya, sur lequel nous, Business France, en tout cas, on accompagnera naturellement, on portera des entreprises pour celles qui veulent exposer sur la partie salon, et sur laquelle on parlera naturellement de la France, de ce qu'elle est en matière d'attractivité, mais aussi en termes de savoir-faire, d'expertise, avec l'ensemble du sillage de la French Fab ou de la French Tech. Merci beaucoup Thibaut. Peut-être qu'on pourrait passer à quelques questions, parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes. Et donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Enfin, dans la salle, c'est une grande salle, dans l'entourage, on va dire, dans l'audience plutôt. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être, s'il n'y a pas de questions, revenir un peu sur l'aspect culturel et approfondir un peu cette partie-là. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux rajouter un petit mot, ou vous en avez déjà parlé un peu tous les deux, mais... Non, sur l'aspect culturel, il y a autre chose que j'ai peut-être pas dit, mais qui est que c'est très agréable. Là, on a des équipes nous, on doit avoir à peu près 20% de gens qui viennent de France, elle était 50% de Japonais, et après il y a un gros côté de personnes qui viennent d'autres pays un peu de la région, donc on va avoir des gens de Singapour, des gens des Philippines, etc. Et alors c'est pas forcément le cas dans les gros conglomérats plus traditionnels, où là je pense qu'on a sans doute plus probablement 90% de Japonais, mais on arrive malgré tout à créer des équipes multiculturelles dans lesquelles il y a vraiment un vrai plaisir de travailler ensemble, une vraie écoute. Les Japonais dédient une grosse partie quand même, de leur énergie, de leur intérêt à leur travail. Et donc ça va faire, de l'implication, ça va faire des projets qui avancent, mais ça fait aussi même des bons moments. Vous avez tous entendu parler karaoké, etc. Et c'est la réalité, quand je vais les voir, il y a toujours aussi une vie autour des tâches du travail qui est extrêmement agréable, qui soude, et qui soude aussi parfois un peu dans la difficulté. Quand on est face à un client, le client va être très exigeant, le client va parfois avoir des demandes bizarres auxquelles il va falloir se plier. Et c'est parfois cette difficulté, cette espèce de frustration qui va aussi souder les équipes ensemble, à dire bon, c'est dur, mais on y va. Et c'est ça qui va permettre d'arriver à l'étape d'après, de le convaincre, de gagner d'autres projets. Voilà, quelques aspects. Merci. Non, peut-être ce qu'on a suggéré, mais qu'on n'a pas explicitement dit, c'est que les interlocuteurs, quand on arrive à acquérir cette confiance, il y a une très très grande fidélité au Japon. Ça, tout le monde est unanime pour le reconnaître. Tous les acteurs économiques, que ce soit ceux qui sont dans des flux d'exportation ou présents sur place, avec leurs interlocuteurs, il y a vraiment une relation très très forte qui parfois même quand on a envie, parce que
on se pose des questions sur la capacité de son distributeur, de son importateur, sur tel ou tel réseau. Peut-être qu'il n'est pas très actif sur le online et qu'on aimerait être plus présent. Parfois même difficulté à s'en extraire un peu parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se conçoit dans la durée. Et puis la deuxième chose, cette exigence du marché, cette recherche quand même, cette exigence qualitative, du coup fait qu'on n'est pas sur un marché forcément de prix. Alors je ne sais pas si Exotec, dans sa négociation commerciale, me contredira ou pas. Ce que je vous dis là, c'est un peu la synthèse de toutes les expériences que j'ai pu enregistrer dans les retours d'expérience, mais beaucoup en fait, d'acteurs économiques ont été surpris sur le fait que, autant d'un point de vue technique, ils avaient été obligés de rentrer dans un détail extrêmement fin, autant sur la partie négociation commerciale en termes de prix, ça n'avait pas été un enjeu et qu'au final, les marges qu'ils arrivaient à générer sur le marché japonais étaient plutôt confortables. J'ai une question aussi. Alors peut-être que Exotec, Renaud, vous voulez répondre à ça, si vous voulez. Mais sinon, une question concernant justement le recrutement, puisqu'on dit que la population est vieillissante, donc ça veut dire qu'il y a moins de jeunes, des difficultés de recrutement peut-être. Comment ça se passe ? Donc effectivement, il y a moins de jeunes et on trouve aussi ce que tu disais sur le côté insulaire, c'est-à-dire qu'un Japonais qui sort d'université va vouloir avant tout travailler pour une entreprise japonaise et si possible travailler pour un grand groupe. Donc il n'y a pas encore cette image, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de licornes, il n'y a pas beaucoup de références en termes de start-up. Donc le fait d'aller travailler pour une petite entreprise en croissance qui en plus n'est pas japonaise, ça va être un défi. Donc là-dessus, il y a aussi se faire connaître pas seulement en tant que fournisseur, mais aussi se faire connaître en tant qu'employeur. Et à nouveau, utiliser des réseaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aller là-bas, sortir son téléphone ou faire des annonces sur LinkedIn, ça ne suffira pas. Il faut utiliser des cabinets de recrutement, il faut utiliser des partenariats, et ça peut passer avec l'aide de BPI, de French Tech, etc., pour être mis en relation. Oui, on peut peut-être souligner aussi d'ailleurs le réseau d'accompagnement qui peut aider à une entreprise et qui vous a peut-être aidé justement sur la partie internationale, Business France, sur la partie financement BPI France et d'autres acteurs bien sûr, mais en tout cas ça a fonctionné. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main. Et sinon, il nous reste encore 2 minutes, ce qui permettra de rencontrer peut-être nos interlocuteurs si vous en avez envie. En tout cas, je vous remercie. Renaud, Thibaut, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Isabelle.